Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui a juste pour but en fait de vous montrer une ou deux applications de tout ce que vous avez fait là à travers deux exercices qui sont dans votre manuel. Donc on démarre tout de suite. On prend en fait le cas d'un exercice qui est dans votre manuel, hein, le 13 page 187 de mémoire, où on parle d'une skieuse qui est immobile en bas d'une piste de ski. Alors on vous demande en fait d'étudier ce cas-là. Donc, on va corriger là les questions dans le détail pour que vous puissiez un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on vous demande dans ce chapitre. Alors, tout d'abord, on vous demande de citer les deux forces qui s'appliquent sur la skieuse. Donc, à vous d'imaginer. Bon, alors forcément, ça sera jamais très original, hein. C'est forcément des forces que vous avez vues dans ce chapitre. Donc là, quelles sont les deux forces, hein? Eh bien, c'est plutôt simple, hein. Le poids, c'est-à-dire la force exercée par la terre sur la skieuse, et la réaction du sol, hein, qui pousse la skieuse vers le haut, qui l'empêche, hein, de partir vers le centre de la terre. Ok? Bon, ça, c'est plutôt simple. Ensuite, on vous demande de calculer le poids de la skieuse en sachant qu'on vous donne sa masse, hein, et la petite constante G là. Alors pour rappel, hein, le poids, la force exercée par la Terre sur une personne située à sa surface, hein, a une formule plutôt simple, grand P, le poids, qui est égal à M, la masse, fois ce petit g. Donc du coup, le calcul est plutôt simple, hein, 85 fois 9,81, ça vous donne 833,85 newtons, n'oubliez pas l'unité des forces, hein. Et alors ça, je vous embêterai plutôt en fin d'année, mais je commence un peu à vous en parler là, hein. Au lycée, quand on vous demande de faire un calcul en physique-chimie, vous allez devoir respecter ce qu'on appelle le nombre de chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'il faut que dans votre résultat de fin, il y ait autant de chiffres que le nombre dans votre calcul qui en avait le moins. C'est-à-dire que là, le nombre qui a le moins de chiffres significatifs, c'est 85, hein, il n'y en a que 2. Donc votre résultat doit comporter 2 chiffres significatifs. Pour ça, hein, pour passer de là à deux chiffres significatifs, eh ben, on utilise ce qu'on appelle les notations scientifiques, hein. Donc lui, on va juste le transformer en puissance de 10. On va dire donc c'est égal à 8,3 fois 10 puissance 2 newtons. À noter, là que ce égal n'est pas le égal des maths, hein. 8,3 10 puissance 2 newtons, ça n'est pas égal à 833,85, hein. Mais en physique, voilà, on a des fois recours à des simplifications pour être cohérent. Rappelez-vous de ce qu'on a fait juste avant que je parte là, avec Usain Bolt et la mesure du temps, hein. Si on fait après des calculs à la calculatrice, ça n'a pas de sens si on garde 25 000 chiffres après la virgule par exemple. Alors, ensuite, on vous dit que peut-on dire de la somme des forces appliquées à la skieuse justifiée. Alors, je vous rappelle le sujet juste au-dessus, là. Une skieuse avec son équipement est immobile en bas d'une piste de ski. Donc, elle est immobile. On peut donc appliquer le principe d'inertie. Ce principe d'inertie dit que si un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces qui lui sont appliquées est nulle. Ces forces se compensent. Donc voilà tout simplement ce qu'il y a à dire, hein. Si la skieuse est immobile, on peut appliquer le principe d'inertie, pas l'un principe. Les forces qui s'appliquent se compensent, la somme est donc nulle. Et on vous demande du coup de donner la valeur de la deuxième force, c'est-à-dire la force exercée par le sol sur cette skieuse. Eh bien, si elle se compense, cela signifie que la force exercée par le sol est égale au poids du skieur, hein, de la skieuse. C'est juste que leur sens est opposé, c'est comme ça qu'elle se compense, hein. Mais la valeur est exactement la même. Donc, la force exercée par le sol sur la skieuse est également égale à 8,3 10 puissance 2 newton. Voilà pour un cas simple. On va se prendre la tête sur un système un peu plus complexe, hein, le 15, toujours de la même page, où cette fois-ci, la skieuse n'est plus sur un sol plat, il est en pente et en plus tiré par le tire-fesse, là. Donc, on vous demande cette fois-ci, représenter sans souci d'échelle les forces qui s'appliquent sur la skieuse. Alors, cette skieuse, quelle force elle subit? La première, la plus évidente, la force exercée par la Terre sur elle, son poids, qui est donc dirigé vers le bas, hein, puisqu'il la tire vers le centre de la Terre. Soit vous les écrivez poids, soit vous écrivez force exercée par la Terre sur la skieuse. N'oubliez pas la flèche sur ce F là. Ok. Ensuite, en autre force, il y a aussi, tout ça, assez pareil, assez évident, la force exercée par le câble sur la skieuse, qui est donc orientée dans le sens du câble, hein. Ensuite, il y a une petite force, c'est le frottement du sol, hein, qui va tendance à la ralentir, hein. On appelle ça une force de frottement tout simplement. Et enfin, la dernière, la force exercée par le sol sur la skieuse. Ah oui, ça en fait beaucoup, hein. 4 forces qui s'appliquent sur elle. Alors, juste pour la parenthèse, hein, la force exercée par le sol sur la skieuse et la force de frottement, bien souvent, elles sont représentées ensemble. J'aime pas trop.
parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein. La force exercée par le sol est toujours perpendiculaire au sol. C'est pour ça là que j'ai essayé de la représenter. Alors bon, c'est fait avec les mains, donc effectivement, c'est pas très perpendiculaire, hein. Mais la force exercée par le sol est toujours perpendiculaire au sol. Et cette force de frottement, elle est toujours dirigée vers l'arrière du mouvement. Et oui, cette force a tendance à la freiner, hein. Donc voilà. Alors des fois, au lieu de représenter ces deux forces-là, vous verrez une force directement exercée par le sol, là, qui est oblique, comme ça, qui prend en compte les deux composantes. Bon, moi, je préfère largement que pour l'instant, vous me sépariez les deux. Ok, donc là, voilà, vous avez les quatre forces exercées par cette skieuse. Et ensuite, on vous dit que dire de la somme des forces lorsque la skieuse accélère et lorsqu'elle est tirée à vitesse constante. Eh bien, là, alors juste ici, petite parenthèse, donc j'oublie, c'est écrit on néglige les forces de frottement fluide. Ces forces de frottement fluide, ça veut dire en gros la force exercée par l'air. Je vous ai dit que souvent dans les exercices, on va la négliger, sauf par exemple si c'est une chute en parapente ou des choses comme ça, mais bien souvent, on vous précisera, on néglige les forces exercées par l'air. On lui donne des fois un autre nom, on parle de négliger les forces de frottement fluide. Bon, ça sera toujours précisé. Alors, si la somme des forces, que dire de la somme des forces lorsque la skieuse accélère? Si la skieuse accélère, c'est que son mouvement n'est ni rectiligne ni uniforme. On peut donc appliquer la contraposée du principe d'inertie, je vous rappelle. Si un mouvement n'est ni rectiligne ni uniforme, alors les forces qui s'exercent sur elle ne se compensent pas. Donc la somme des forces n'est pas nulle. Okay. Par contre, si elle est tirée à vitesse constante, hein, là cette fois-ci c'est le principe d'inertie, hein, elle possède une vitesse constante, c'est un mouvement uniforme. C'est pas sous-entendu, mais comme la pente est rectiligne, donc son mouvement aussi est rectiligne, donc rectiligne uniforme. Les forces vont donc se compenser, cette somme sera nulle. Et c'est tout. Au final, c'est ce genre de raisonnement que je veux vous voir faire. C'est vraiment réussir à voir quelles sont les forces qui s'exercent sur un objet. Et ensuite, voir un peu le système. S'il est rectiligne uniforme, c'est que ces forces se compensent, la somme est donc nulle. Et s'il ne se compense pas, bon ben c'est pas nul. Je reprécise là par contre, hein, quand on parle de somme des forces nulles, c'est une somme de vecteurs. C'est-à-dire que, je vous remontre la diapo d'avant, hein, c'est en fait quand on additionne ces vecteurs là, ils sont nuls. Le problème, c'est que les sommes de vecteurs, vous ne les avez pas encore fait en maths, hein, mais grosso modo, si vous partez là, en gros, je vous explique très brièvement la somme des vecteurs et vous le ferez en maths, hein. Vous prenez un des vecteurs, par exemple le jaune, vous partez du point de départ, vous le suivez jusqu'à son extrémité. À cette extrémité, vous y rajoutez par exemple la flèche verte là. Et ensuite, vous y rajoutez la flèche rouge et ensuite la flèche bleue. Et si vous revenez à votre point de départ, c'est que la force de ces vecteurs était nulle. Si vous ne revenez pas au point de départ, la somme des forces n'est pas nulle. Voilà grosso modo, on le fera vite fait lors d'une séance, hein, mais c'est dans un cas très précis cette année en physique, on va vous demander de faire ça. C'est dans le cas le plus simple possible, hein, dans le cas d'une ligne droite, enfin voilà, il n'y aura pas ça. Mais voilà, je vous explique en gros l'idée. Je sais que les scientifiques vont assez rapidement comprendre ce que je viens de dire, donc voilà. Les autres, laissez tomber, ok? Sur ça, moi je vous dis bonne semaine, à bientôt. Et on se revoit vendredi, hein, on finira le TP qui n'avait pas été fait, qui n'avait pas été fini parce que j'étais absent. Et ensuite, il nous reste 2 séances d'exercice et enfin, on démarre la chimie. Sur ce, à bientôt.